Bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc vous avez eu quelques minutes déjà pour vous connecter, donc je pense qu'on peut démarrer sur le switch entre les différents salons. Donc déjà, merci au CESIA pour l'immense privilège qu'on a de pouvoir participer à la présentation d'aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir contribuer aussi à cette ambition du CESIA qui est de développer, de promouvoir et de professionnaliser la filière du continent Afrique. Je profite aussi de ce moment pour souligner le travail réalisé, le très gros travail réalisé notamment par Didier Simba pour l'organisation globale de cet événement. Juste en quelques mots, je reprends quelques modestes chiffres. En fait, je pense que j'en ai entendu certains tout à l'heure d'ailleurs dans les présentations, mais au final, la cybersécurité, c'est une problématique qui a lieu à l'échelle planétaire. Aucun continent, aucun pays n'est épargné. Et donc sur ces chiffres, j'avais trouvé en fait sur Internet un 85% qui était par rapport à 148 sociétés qui avaient été auditées par Data Protect, donc qui est une entreprise marocaine. 85% de ces sociétés, de ces banques en l'occurrence, ont été victimes de cyberattaques. Ça, c'est sur l'année 2019, sauf erreur de ma part, ou 2018. Et les deux chiffres monétaires, c'était plus de 300 millions de francs CFA, qui est la somme que la filiale sénégalaise d'Ecobank s'est vue soutirer frauduleusement, en tout cas en mars 2019, et ce qu'on trouve dans les journaux, et plusieurs centaines de millions de francs CFA ont aussi été exfiltrés de la Banque de l'Habitat du Sénégal via un piratage des GAB. Et donc là, effectivement, c'est très bancaire comme point de démarrage, mais comme ça touche directement à l'argent et à, entre guillemets, alors ça, c'est pas nos économies qui sont heureusement sur ces sommes qui sont mises en danger, mais au final, c'est quand même une partie, un pan très important de l'économie et puis de la confiance qu'on veut avoir dans le système qui est touché, qui est visible. Ça montre, ces chiffres permettent de mettre ça en évidence. Alors sur cet atelier, qui est sur les dirigeants africains. Donc, le thème, c'est les dirigeants africains face aux enjeux de la cybersécurité que je vais animer. Alors, très rapidement, personnellement, je suis donc Gilles Favier, je suis le directeur général de TrustedQ et je vais présenter nos interlocuteurs. Et je voudrais juste faire un point sur le fait que cet atelier, en fait, s'inscrit dans le cadre des ateliers du CESIA et des différents collèges qui visent à réunir un certain nombre d'experts autour d'un sujet pour à la fin, en fait, livrer les résultats de différentes analyses, d'études, éventuellement même de livrables, en fait, quand les ateliers nous ont amenés jusqu'à produire un livrable. Alors, avec moi dans cet atelier, et surtout, c'est surtout eux, en fait, qui vont parler. On a, donc, je vais commencer par vous, Alioune Dioy. Vous êtes passé par de nombreux postes au sein de Bolloré. Donc, j'ai noté Bolloré Port au sein de la DSI, aussi bien à Dakar et en Angola. Puis, vous êtes monté à la DSI de Africa Logistics au Mozambique avant de devenir Senior Security Specialist au sein de Bolloré, du groupe Transport et Logistique à Paris, et de devenir finalement le RSSI de cette entité, donc poste que vous occupez actuellement. Et si je dis juste un mot sur Bolloré, donc c'est la fusion, au final aujourd'hui, Bolloré Logistique, c'est la fusion de Bolloré Port, Énergie, Railways et Logistics, et qui est un acteur, sans nul doute, sans que ça soit un sujet de discussion, un acteur mondial au final du transport, puisque vous êtes implanté dans plus d'une centaine de pays. Donc bonjour Aliou. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs et tous les membres de CESIA, spécialement notre président fondateur Didier et aux autres que je n'ai pas encore eu le privilège et l'honneur de connaître. J'espère qu'on aura des réunions pour tout ça. Et Rudy, donc vous avez alors tout autant déjà une longue carrière derrière vous. Vous avez été, alors c'est un hasard dans cet atelier, mais vous avez été aussi chez Bolloré pendant 10 ans. Dans plusieurs entités, la partie supply chain, la partie donc GSA qui est la partie supply chain, pardon, je finis sur Bolloré, c'est supply chain, commercial, fret, aérien et maritime, donc tous les sujets ont été traités. Puis vous êtes devenu responsable d'approvisionnement tout en étant l'assistant du directeur général de Egal, que vous avez donc rejoint. Et enfin, directeur de l'approvisionnement, donc poste que vous occupez aujourd'hui depuis près de 2 ans. Et donc, sans minimiser le reste, vous êtes inscrit plutôt dans la partie activité métier que l'activité directement cybersécurité, comme nous allons le voir, mais vous faites partie quand même de ceux qui, côté métier, ont une bonne compréhension des problématiques et ont une sensibilité
sur ces sujets. En un mot égal, c'est donc Entreprise Générale d'Alimentation et de Logistique, qui est leader de l'import et de l'approvisionnement alimentaire en RDC. Et je ne fais que résumer très modestement une activité d'Égal pour laquelle vous êtes très connu, mais il y en a d'autres. Donc bonjour Rudy. Ah, vous avez votre micro qui est coupé, Rudy. Vous pouvez allumer votre micro. Bonjour Jules. Bonjour Alieu. Ravi d'être avec vous Bonjour, ici Rudy. dans ce forum. Ça fait plaisir de retrouver Bolloré. Voilà. C'est aussi plaisir le groupe est tellement grand, mais nous sommes tous issus du même continent, donc c'est un honneur pour moi de vous rencontrer, Rudy, hein, et puis en espérant qu'on va pouvoir continuer le débat en dehors même de ce cadre-là. Effectivement, effectivement. J'espère aussi. Alors, pour commencer cet échange, donc le titre de cet atelier, hein, c'est les dirigeants africains face aux enjeux de la cybersécurité. Alors, je commencerai par une première question qui, en fait, la question souvent qui se pose, en fait, c'est le RSSI, sa position dans l'entreprise. C'est un rôle qui existe depuis très généralisé, depuis beaucoup moins de 10 ans. Enfin, ça fait plutôt quelques années, au final, que c'est quasi généralisé et que toutes les entreprises ont un RSSI. Et du coup, la question qui s'est posée, c'est-à-dire qu'on a vu ce RSSI se déplacer au final au sein de l'organisation d'un rôle parfois très technique, c'était un administrateur technique au sein de la DSI, qui est le DSI, vers un rôle qui est beaucoup plus proche ou équivalent au DSI, voire qui peut avoir discuté d'égal à égal avec la direction, enfin d'égal à égal, soyons modestes, mais en tout cas directement avec en général. Et la question qui peut se poser au démarrage là, de cet échange, en fait, c'est à quelle occasion, au final, le RSSI peut-il parler de sécurité avec la direction générale? Et s'il en parle, parce que on va vous voir croiser la direction générale dans un couloir, mais s'il en parle, qui est à l'initiative ou quel est l'événement qui est à l'initiative de l'échange? C'est pas juste avoir accès à eux, c'est dans quelles conditions est-ce qu'en fait on a accès à eux? Alors peut-être Aliou, pour commencer, en tant qu'RSSI Group, du coup, les interactions que vous avez avec cette direction générale, quel est le contexte qui permet qu'ils se produisent en fait? Alors, merci Gilles. Le contexte est vraiment multiforme, on va dire, parce qu'il y a eu une grande évolution durant les années. Le risque cyber a de plus en plus été bien perçu par les COMEX avec la digitalisation qu'il y a eu très poussée, où le facteur le plus important au sein des entreprises, finalement, devient un actif qui est managé par l'IT. Et de ce fait, du fait que cette indisponibilité de cet actif-là peut entraîner effectivement une perte au sein des entreprises, de facto, c'est devenu un sujet, un risque qui est un risque cyber qui est sur le plateau des COMEX en général. Donc, historiquement, c'est ça. Et ensuite, de manière opportuniste, on s'est rendu compte ces dernières années, ces différentes attaques qu'il y a eu au niveau des entités et qui ont sensibilisé effectivement les CODIR et les COMEX sur la nécessité de protéger cet actif qui est extrêmement important pour la survie de l'entreprise. Donc, ce sont ces deux éléments-là aujourd'hui qui expliquent cette proximité. Si on parle dans mon cas personnel, je crois que moi, durant mon parcours, c'est un peu différent. J'ai d'abord été DSI, bon, je viens d'Artisan, hein, où j'étais auditeur avant, j'ai rejoint Bolloré en tant que DSI et ensuite, après, pour gérer plus le risque. Donc, lorsqu'on parle de risque au niveau des COMEX, au niveau des CODIR, ils savent de quoi on parle. C'est-à-dire, eux, ils ont des objectifs et ensuite, il y a des facteurs qui peuvent venir mettre en mal ces objectifs-là qu'ils se sont fixés. Et là, entre aujourd'hui le positionnement des RSSI qui peut porter plusieurs noms maintenant. On verra des directeurs cybersécurité, on verra des CISO, on verra pas mal de choses, mais dans le cadre du débat, on pourra peut-être entrer dedans, on expliquera effectivement comment ça s'est, en tout cas pour mon cas et ce que j'ai vu autour de moi, comment ça s'est passé.
Ouais. Donc, on a, j'entends beaucoup le terme risque dans ce que vous dites. Donc, du coup, on a une approche qui est quand même notamment par les risques. Peut-être la direction des risques intervient même dans la prise de conscience et le fait d'amener le sujet au niveau de la direction et les événements de sécurité qui ont été des déclencheurs, en fait, dans cet échange, enfin, dans cette relation qui s'est montée. Absolument. Rudy, du coup, alors, la question, j'ai envie de la modifier un tout petit peu, mais l'idée, c'est quand est-ce que vous voyez justement l'échange se produire au sujet de la cybersécurité? Vous êtes directeur, vous avez accès, je pense, à ces échanges où la cybersécurité va être évoquée. Et quelles sont les opportunités, quels sont les contextes qui permettent ces échanges? Alors, heureusement, nous avons à notre entreprise un directeur général qui est ce qu'on appelle un geek, une personne qui aime bien et beaucoup l'informatique. Alors, dès le début, dès sa prise de pouvoir, si je peux l'appeler ainsi, en 2017, il a mis en place des réunions, comment on appelle ça, des réunions mensuelles avec la direction de système d'information pour essayer de comprendre et appréhender les problèmes que nous avons en cours. Aussi, pour mettre en place tout nouveau logiciel, tout nouveau ERP, pour développer des solutions pour chaque département ou autre société que nous avons, comme je te l'avais expliqué, c'est on invite toujours la direction de système d'information à ces réunions pour qu'eux puissent nous donner leur point de vue en termes de sécurité et tout le tralala qui suit. Voilà. Donc il y a une opportunité en fait, j'entends en fait business, c'est-à-dire quelqu'un qui a une appétence plus une opportunité business qui est de, en fait, quand je dis business, c'est de mieux développer, de donner plus d'opportunités à égal de gagner des parts de marché et qui du coup permet de déclencher cette discussion autour de l'informatique et du coup de la sécurité de cette infrastructure qu'on va potentiellement mettre en place dans le cadre de ces projets. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Ok, alors du coup on a eu, alors c'est vrai que les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais on a eu des échanges préliminaires. On a préparé évidemment cet atelier pour avoir les éléments, quelques éléments à échanger. Et on a parlé, alors dans les deux cas, vous avez un événement de cybersécurité qui s'est produit. Voilà, qui s'est produit. La première question que je voudrais voir avec vous, parce qu'on voit bien que ça a été un des éléments déclencheurs des échanges et la montée de la position du RSSI, qui n'est pas terminée. Hein, cette montée, on est bien conscient que ce n'est pas fini, parce que c'est peut-être déjà le cas à certains endroits, mais ce n'est sûrement pas le cas partout. Et quel que soit le type d'entreprise, en fait. Donc, alors je vais peut-être de temps en temps évoquer des exemples, parce qu'on a des clients aussi qui se sont fait attaquer, qui ne sont même pas en France non plus, hein, mais j'apporterai quelques éléments sur ces aspects-là. Très rapidement, si on peut voir, en fait, alors Ayou, je vous redonne la parole, mais quel est l'événement, en fait, on parle de cet événement de cybersécurité, donc quel est rapidement cet événement? Et puis surtout, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment on se retrouve en fait à détecter un événement de cybersécurité. En fait, il se passe quelque chose et là, il y a comment dire, comme une période de flottement et il y a la détection. Alors, on vous écoute. Alors, dans ce monde numérique complètement connecté avec une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer, il y a effectivement les outils, il y a les process, mais il y a quelque part une part de chance, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, pour les cas, nous, qui a été une attaque cyber, hein, pour être complètement transparent, parce que c'était dans les journaux, on a une attaque en RDC il y a quelques années qui nous a valu une interruption de l'activité, disons, pratiquement pendant 4 semaines. Et pour arriver à un état vraiment nominal, on est resté beaucoup de temps avec toutes les conséquences que ça peut faire. Alors, comment cet incident-là est arrivé? À ce moment-là, bon, il y a comme on est en centrale ici et qu'on a des activités dans les pays, nécessairement, il y a du reporting, de la consolidation de données qui se fait en centrale et qui est envoyée en centrale via pas mal de mécanismes, des transferts de fichiers et que sais-je d'autre.
Alors, pour mon cas précis, franchement, c'était un coup de chance. Je suis arrivé le matin, les gens m'ont contacté en disant « Aliou, on a des soucis en RDC parce que les transferts des fichiers qui doivent se faire en centrale, la consolidation ne s'est pas bien passée. » Ils se sont connectés sur les serveurs et ils ont vu qu'il y avait un début de chiffrement de certains serveurs sur lesquels ils faisaient les transferts vers le central. Voilà un peu. Donc, c'est vraiment l'équipe en centrale ici qui m'a alerté. Je me suis connecté pour me rendre compte, mais comme j'ai une organisation quand même un peu mondiale, donc j'ai des correspondants un peu partout dans le monde, essentiellement en Afrique, mais aussi partout au Bolloré. J'ai ce qu'on appelle des LISO, des Local Information Security Officers. Pour le cas de RDC, c'était encore beaucoup plus compliqué parce que le LISO, il est basé à Johannesburg. Donc, concours de circonstances, c'est pas facile à... mais comme je suis un ancien aussi du groupe et j'ai mon réseau, j'ai pu appeler les IT pour essayer de voir directement avec eux comment on peut circonscrire cet incident-là. Mais pour ce cas précis, ce sont les utilisateurs qui m'ont alerté et ensuite j'ai pris, évidemment, peut-être dans le reste du sujet, on va entrer dedans, toutes les mesures idoines pour circonscrire le site, arrêter les liens d'abord pour isoler le site, donner des instructions pour pas qu'on éteigne les serveurs, pour pouvoir faire du forensique, et ensuite, là, déclencher, en ce moment-là, la cellule de crise en centrale. C'est-à-dire, je commence à viser mon CODIR, ensuite le CODIR, le COMEX, pour que le COMEX puisse, eux, parler avec les patrons qui sont en RDC. Voilà un peu comment on a circonscrit l'attaque, comment on l'a détecté, nous. Mais parallèlement, d'autres institutions, et on en avait parlé un peu, Gilles, c'est assez rocambolesque, comme la proximité que j'ai avec mon COMEX, comme je vous l'expliquais, Gilles, c'est vrai que je suis à la DSI, mais je reporte au numéro 2 de Bolloré. Donc, mes deux hiérarchiques sont au COMEX. Et moi, je suis dans le CODIR, ce qui fait que j'ai une certaine proximité. Et avec ces gens-là, comme j'avais dit, je ne leur parle pas d'aspect opérationnel, je leur parle plutôt de menaces, de cyber threat, de risques cyber, etc. Ce qui fait qu'ils sont quand même, ils ont une certaine conscience et une certaine culture cybersécurité qui leur permet d'intervenir. Eux-mêmes, ils ont leur propre réseau qu'ils avaient actionné et ils m'ont mis en relation avec ces gens-là. Comme j'expliquais la dernière fois, c'est bizarrement la sous-direction de la cybercriminalité de Paris qui m'aura contacté dans la journée vers 14 heures. Ensuite, on a fait une vérification pour nous assurer qu'effectivement, c'était les bonnes personnes à l'autre bout. On a pu les identifier. Ça aurait pu être une opportunité pour faire une arnaque au président en plus de l'attaque sur place. Exactement. Ça aurait été assez osé. Voilà. Moi-même, quand ils m'ont appelé, je dis non, laissez-moi vos numéros, je ne vous connais pas, je suis en crise, je vous rappelle. Et c'est en ce moment-là que j'ai actionné chez moi la direction de la sûreté. Il se trouve que, bon, le directeur de la sûreté chez nous, c'est un ancien du RAID, c'est des gens qui ont assez bourlingué et qui ont des contacts assez intéressants. Donc, la direction de la sous-direction de la cybercriminalité m'a contacté, me disant qu'ils ont été contactés par les FBI, que les FBI avaient identifié une attaque au niveau de la RDC sur les opérateurs miniers et que Bolloré serait dedans en tant que prestataire de ces opérateurs miniers-là. Voilà comment c'est arrivé. Donc, j'avais deux sources d'informations locales, mais extérieures. Il s'avérera aussi que
Oui, pardon. Pardon, Gilles. Non, vas-y, je vous laisse finir, Ali. Non, je voulais simplement dire qu'il s'avérera que l'intervention de ces entités extérieures-là, que sont la sous-direction de la cybercriminalité, a été déterminant pour moi, ensuite, dans la réponse, dans la rapidité de la réponse que je devais donner, Alors, parce qu'ils ont mis... Ouais. Ça, vous le gardez pour après. Okay. On va venir dessus. Mais je comprends quand même qu'il y a un écart, il y a un flottement entre votre détection et la détection que vous avez de l'extérieur. Il y a quand même un long délai. Donc, qu'est-ce qui se serait passé pendant ce temps-là si vous n'aviez rien fait ou rien pu faire, en tout cas, pendant cette période? Donc, j'en déduis qu'il y a au moins 6 heures, parce que là, on parle de 14 heures pour un appel venant de l'extérieur. Et vous avez dû faire la détection vers, je sais pas, 8 heures ou 9 heures du matin. Donc, c'est ça, les interventions n'ont commencé que tard, hein, à part ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour dire, OK, les gars, vous n'éteignez rien, c'est-à-dire vous débranchez, vous arrêtez les connexions avec Paris, mais vous n'éteignez rien pour le forensique. Ça a pris à peu près 8 heures de temps. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à cette époque-là, je venais de prendre la direction cyber et je n'étais pas outillé. J'étais dans un processus, j'avais un SOC qui commençait un peu. Non, on n'avait pas assez de logs pour pouvoir couvrir tous ces aspects-là en dehors du central. Donc, j'étais aveugle réellement sur le reste des entités. La seule chose, le seul mécanisme de défense que j'avais, c'était mon antivirus qui était Kaspersky. On va y revenir. Et donc, juste un point, c'est cet échange, et après on va sur Rudy, mais cet échange avec le fichier CFT, juste me suis posé une question, parce que ça, on n'en a pas parlé. C'est quelque chose qui a lieu tous les jours, donc c'est pas de chance, ils ont attaqué le serveur CFT, et donc tous les matins, ça aurait fait une alerte, ou c'est juste parce qu'il y a un échange de fichiers CFT ce jour-là, et donc ça a été détecté ce jour-là, mais ça se serait produit la veille, vous n'auriez peut-être pas vu la chose aussi vite. Ah ben, clairement, ça serait produit durant la nuit, j'aurais vu que il y a aucun, à cette époque-là, il n'y avait aucun mécanisme, on n'avait aucune protection. Comme je dis, vraiment, la stratégie cyber était assez balbutiement, surtout la partie sécurité opérationnelle. La partie GRC, tout ce qui était gouvernance, risque, compliance, etc., je veux dire, cette partie-là, elle était là. Donc, on avait un cadrage stratégique qu'il faut, mais la partie SecOps, là, il n'y avait absolument rien du tout. Hein. Ok, ça marche. Merci. Du coup, Aliou, pardon, Rudy, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement qui a concerné Egal? Je commencerai déjà par dire que c'est intéressant d'avoir entendu réellement ce qui s'est passé chez Bolloré parce que c'était dans mon pays et ce sont mes anciens collègues et ça m'avait fait un peu mal au cœur de savoir qu'ils étaient attaqués. Mais bon, maintenant j'ai compris exactement ce qui s'est passé et ça a l'air assez intéressant. Alors, au niveau d'Egal, l'attaque, je n'appellerais même pas ça une attaque parce que moi, je ne la considère pas trop comme une attaque. L'événement de cybersécurité. Oui, voilà. Alors, il faudrait déjà expliquer que Egal est une entreprise 100% congolaise. Okay, et actuellement, nous sommes qu'au Congo. Et par exemple, ma direction d'approvisionnement n'est pas trop dépendante de l'informatique. Oui. OK. Pour nos achats, nous utilisons une plateforme mise en place par l'État congolais pour l'ouverture de licences d'importation. Et sur base de ça, nous pouvons passer nos commandes. Et comment est-ce qu'on passe nos commandes? Nos commandes sont passées par mail, par téléphone et tout ça. Ça veut dire que la direction que je chapeaute ne dépend pas vraiment de l'informatique. Mais par contre, en 2019, je pense que c'était au mois d'août 2019, nous sommes arrivés au travail un matin pour remarquer que les agents commerciaux, les agents de finance et de stock n'arrivaient pas à accéder à leur système de gestion respectif. Ça veut dire impossibilité de facturer, impossibilité de vendre, impossibilité de savoir exactement le stock théorique que nous avons dans le système. L'entreprise était paralysée. On ne pouvait pas vendre et la comptabilité et les finances ne pouvaient pas fonctionner. Alors, notre direction de système d'information est allée voir dans les serveurs pour essayer de comprendre exactement ce qui s'était passé.
et ils ont remarqué qu'il y avait, je peux dire, un défaut ou bien un problème dans le choix que nous avons fait pour la gestion de nos sauvegardes. Ça veut dire que, je ne sais pas si je dois rentrer dans ces détails-là maintenant, mais ça veut dire qu'actuellement, nous avions un serveur physique auquel nous avons connecté des disques durs nous permettant de créer un super disque dur virtuel sur lequel nous avions installé un système d'exploitation nous permettant de créer des machines virtuelles. Je ne sais pas, c'est l'explication qu'on a reçue lors de la réunion. Dans ce cas de figure, si jamais un de ces disques durs a un souci, tout se plante. Et c'est ce qui s'était passé ce jour-là. Ça veut dire qu'un disque dur avait un souci et nous ne pouvions plus avoir accès aux données qui étaient sauvegardées la veille. Ça veut dire que nous n'avions pas Dieu, nous ne pouvons rien voir, nous ne pouvons pas facturer, nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avions pas accès au database. C'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que nous avons eu une réunion de crise. Nous avons fait appel à la direction de système d'information dans une réunion de comité de direction avec toute leur équipe pour essayer de comprendre c'était quoi le problème déjà, quelle est la solution et ensuite comment faire pour éviter que ce genre de choses arrivent, ne se produisent, ne se reproduisent dans le futur. Alors, lors de cette réunion, on a eu des propositions, on a pu trouver des solutions, on a pu faire avancer les choses. Mais bizarrement, nous avons été sauvés par un outil que, bizarrement, les gens négligent souvent, Excel. Parce qu'à chaque fois que nous étions en train de faire, comment on appelle ça, nos opérations, on avait eu l'intelligence de mettre en place un système en parallèle sur Excel. Ça veut dire qu'on avait, pas tout, mais je peux dire 98% ou bien 90 à 98% des données dans Excel. Ça veut dire que ce que nous avons perdu, nous avons pu les récupérer sur des tableaux Excel et ça nous a aidé quand même de trouver une solution assez rapidement. Par contre, en termes de pertes, parce que nous avons été paralysés pendant 3 jours sans activité, ça fait 1,5 million de dollars, le chiffre d'affaires perdu. On va arriver ensuite, Rudy, je vous arrête. On arrive sur tout ça après, sur le détail de ces aspects-là. Mais ce que je note, c'est que il y a des éléments de chance en fait dans vos deux situations. On a évoqué alors il y en a d'autres qu'on va peut-être évoquer après, mais là on a déjà évoqué le fait que ça se produisait le matin. Donc pour Bolloré, au moment où vous arrivez, vous avez déjà un réseau sur place, ça tombe sur un transfert. Alors, je note un point commun, c'est à chaque fois, c'est un aspect financier qui est impacté, qui fait que ça réagit très vite. Est-ce que si ce n'était pas un aspect financier, est-ce qu'on aurait réagi aussi vite? Je ne sais pas. Je note côté égal, c'est un coup de chance, c'est aussi d'avoir utilisé Excel en même temps, ce qui n'était pas une obligation en fait. Une fois que vous avez un système qui fonctionne, il n'y a pas forcément cette obligation. Donc le fait que ça a été maintenu, et voilà. Et si je fais le lien avec un autre exemple que nous, sur lequel on a travaillé avec un client qui est en Australie, eux alors ils ont réagi. Ils n'ont pas pu réagir aussi vite que vous. Ils ont eu 1200 serveurs chiffrés. Donc, ça a été un très gros travail. Tout le monde a eu un très gros travail. Mais là, en reconstruction, 1200 serveurs, c'était colossal. Et je vais très, très vite. C'est juste qu'eux, ils ont eu alors, je reviendrai sur la cause, mais une des raisons pour lesquelles ils ont eu de la chance, c'est que certains nombre de leurs activités critiques étaient dans AWS. Et du coup, n'étaient pas soumis à la faille, en fait, de la même façon qu'étaient leurs serveurs qu'eux-mêmes hébergent. Donc, c'est un des éléments de chance. Il y en a d'autres, hein, mais c'est un des éléments de chance qui les a aidés dans cette opération. Alors maintenant, ce qui m'intéresserait serait de discuter sur l'origine de la crise, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, alors on repart sur vous, Aliou, il s'est passé quelque chose qui a permis à cette attaque de se produire, en fait. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter cet aspect-là? Voilà. Donc, comme je disais, au niveau de la direction en cybersécurité, j'ai 4 pôles. J'ai le pôle DPO, donc tout ce qui est Data Privacy Officer, pardon. Et ensuite, il y a la partie cybersécurité, sécurité opérationnelle, qui était en gestation, qui commençait tout juste d'arriver. Et il y a toute la partie, disons, GRC,
qui était beaucoup plus mûr en termes de process, en termes de gestion de crise, continuité d'activité, business impact analysis, tout ce tralalala que les gens étaient vraiment assez organisés pour pouvoir le faire. Il se trouve que au moment où les gens devaient partir en télétravail, mes équipes de GRC avaient envoyé une note pour donner un certain nombre de préconisations, et parmi lesquelles ce sont des failles que notre CI avait découvertes et qui arrivaient sur les passerelles SSL, tout ce qui était les passerelles d'accès à distance, SSL, voilà. C'était des pulses. On leur avait dit, attention, et ça c'est moi-même qui avais envoyé la note à l'ensemble des directions de Bolloré, vous ne partez pas en télétravail si les passerelles pulses ne sont pas à jour avec un tel niveau de sécurité. Donc, tel matériel, tel framework, tel niveau de sécurité. Les gens ont obtempéré. Pour le cadre de la RDC, quand même, les équipes sont allées en télétravail sans pour autant avec des passerelles pulses qui n'étaient pas patchées, avec le niveau de sécurité que j'avais demandé. Ils ne l'ont pas fait de leur propre chef. C'est la direction locale qui leur a mis un peu la pression pour pouvoir aller faire ce télétravail. Et c'est durant cette étape, très rapidement, puisque les failles qui étaient sur les pulses étaient connues de tout le monde, et ils ont été utilisés pour effectivement perpétrer l'attaque dans notre ICI. Donc, c'était simplement la cause. Voilà, donc ça nous rappelle bien que la notion de gestion des mises à jour n'est pas qu'une marotte du RSSI. Non, c'est vital. Voilà, c'est vital. Et si je prends l'exemple du cas dans lequel que j'évoquais tout à l'heure, c'est la même chose. C'est un serveur qui était, des systèmes Citrix qui n'étaient pas à jour sur les accès et qui sont restés à jour, non à jour pendant quelques jours. Et ça a suffi en fait aux personnes pour s'infiltrer, poser un malware, et ils ne sont revenus que plusieurs mois après. Je raconterai ça aussi un peu après, mais ils sont revenus que plusieurs mois après faire leur opération malveillante. Mais dans ces quelques jours, ils ont déposé leur programme malveillant et ils ont attendu pendant 6 mois avant de se réintéresser à ce dossier. Enfin, notre client en l'occurrence. On dit, alors on a parlé un petit peu de, donc là on est sur donc à on est sur un aspect un peu qui est lié quand même à une forme de négligence, d'erreur humaine, d'empressement, etc., qui amène à cette situation. C'est rigolo parce qu'on a un peu une pression de la direction pour faire fonctionner quelque chose, alors que peut-être qu'on sait, peut-être que ça a été dit que c'était pas à jour et qu'il fallait pas le faire. En tout cas, on l'espère, mais voilà, on a cette erreur humaine. Rudy, sur les causes du coup de cet événement et sur peut-être les enjeux qui avaient été étudiés avant aussi, dans le cas, comme dans le cas de Bolloré, qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur cet aspect-là? Oui, comme je dis, nous, du point de vue stratégie, on était vraiment carré. Une PSSI qui tient la route, des stratégies de segmentation réseau qui tiennent la route, des stratégies de contrôle d'accès, de backup, etc. Donc, vraiment, côté GRC, tout était à l'état de l'art. C'est la partie sécurité opérationnelle qui était assez balbutiement, qui commençait, comme je disais à l'époque, on était sur le SOC, on avait couvert déjà le central, mais on n'avait rien pour pouvoir répondre effectivement à ça. Mais le business, la stratégie de continuité d'activité qui avait été initiée avec des BIA qui ont été faites, des études sur les business impact analysis, qu'est-ce qui est critique par entité, plus une gestion de crise, c'est ça qui nous a amené à pouvoir réagir rapidement, à savoir qu'est-ce qui est critique et qui m'a permis de partager avec la direction centrale ici un certain nombre d'éléments factuels pour pouvoir dire effectivement ma stratégie est celle-là. Donc, et encore une fois, ça nous a permis non seulement de circonscrire le site, mais d'utiliser les IOC qui nous ont été transférés le lendemain par nos amis
cybercriminalité. C'est ça qui nous a permis de créer des patchs. Comme j'ai aussi des rapports assez importants avec Kaspersky, à l'époque, c'est le seul outil de sécurité que j'avais, qui est un peu partout dans le groupe. Ça nous a permis de pouvoir répondre rapidement, d'utiliser ces IOC, de créer de nouveaux patchs, de le pousser à travers Kaspersky pour nous assurer effectivement que l'attaque ne se perpétrait pas en centrale. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la résolution. On y arrive juste là. Juste Rudy, sur ce serveur en fait que vous aviez, donc quelle est Rudy, du coup, quelle est la cause? Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans la situation de ce serveur là avant que ça se produise? Alors, en fait, qu'est-ce qui nous a... Je vous ai... Alors, lequel non, le premier, parce qu'il y a non, Aliou, je voudrais la réponse de Rudy. Mais vous avez le micro coupé, Rudy. Non, je coupe de temps en temps le micro parce qu'il y a quand même de temps en temps du bruit ici autour de moi. Je suis dans un quartier assez bruyant, alors c'est pour ça que je préfère couper le micro pour essayer de ne pas vous déranger. Voilà. OK. En réalité, on savait que ça allait arriver, cette situation. OK. Voilà. On le savait, on le sentait, on l'avait découvert, mais lors d'une étude qu'avait faite notre direction des systèmes d'information. Mais tu sais, ce n'est pas vraiment dans notre culture, à nous les Africains, pour l'instant. Ben, je veux dire les Congolais. Okay? Ce n'est pas encore vraiment dans notre structure d'investir dans l'informatique, dans l'IT. Certes, nous avions un DG qui est vraiment rodé côté informatique, mais quand il faut mettre d'un côté l'approvisionnement, le stock, les finances, les ventes et tout ça, et de l'autre côté l'IT, deux fois, l'IT, c'est l'enfant qu'on ne gère pas très bien. Voilà. Alors, on n'avait pas eu l'intelligence ou bien la sagesse de les écouter quand nous avaient dit qu'il y aurait ce danger-là, qu'il y avait ce danger-là, parce que ces disques durs pouvaient lâcher à n'importe quel moment et qu'on devrait trouver une autre solution, mais nous n'avions pas écouté. Alors, quand c'est arrivé, sachant que nous étions au courant de cette problématique-là, nous avons investi ce qu'il fallait investir pour arranger la situation. Et voilà, la solution a été trouvée assez rapidement parce que déjà, on savait que ça allait arriver. Ok, donc si j'entends bien, là, il y a une notion aussi donc il y a eu une étude, une analyse de risque, il y a eu quelque chose de cet ordre qui a été réalisé. Okay, donc il y a eu une analyse de risque. Et ça n'a pas suffi, on est d'accord. Il y a eu deux analyses de risque. Il y a eu une analyse de risque interne et externe. Ok. Et les deux avaient les mêmes conclusions. Oui, mais tu sais, c'est ça notre défaut, nous autres, qui ne sommes pas dans l'IT, c'est que quand il faut acheter une remorque et acheter un serveur, je me dis, la remorque va me rapporter, tu vois, je pense comme ça, alors qu'en réalité, je ne devrais pas penser ainsi. Par contre, c'est tout à fait normal, c'est qu'il y en a un, le résultat à quelque chose en neurosciences, on dit c'est saillant, c'est-à-dire que vous pouvez contextualiser, voir, j'aurai un lien direct avec le résultat parce qu'il y a du cash qui va rentrer, en gros, si je caricature. Le serveur, je ne verrai jamais le cash rentrer grâce au serveur. C'est pas possible. D'ailleurs, je peux le voir sortir. Donc, en fait, il faut se battre contre nous-mêmes. Allez-y, Aliou. Si je peux me permettre, c'est là que c'est extrêmement important de faire les BIA, les Business Impact Analysis. Les Business Impact Analysis vont effectivement dire au métier qu'est-ce qui est critique et en cas d'indisponibilité, combien ça va leur coûter. Et en ayant ces informations-là, en les discutant, en les faisant challenger par le métier, c'est eux-mêmes qui se rendent compte que cet actif-là qui est important pour mon business, si je ne l'ai pas pendant 3 jours, ça va me coûter 3 millions d'euros ou plus, etc. Oui. Alors, quand on est dans ces échanges-là, d'analyse de risque, de business impact analysis, le métier comprend les enjeux qu'il y a derrière. Et en ce moment-là, il sait
c'est quoi la valeur, par exemple, quand je demande une redondance de serveurs, comme Rudy l'a dit tout à l'heure, le pourquoi. Et ça se discute parce qu'on est sur un plan financier, on a un risque en place, on a une quantification financière, on a des enjeux métiers qui vont réellement au-delà de l'IT comme on l'a connu jusqu'à présent. C'est pour ça, je ne sais pas à quel moment on en parlera, mais il y a quand même un changement énorme qui s'est passé ces dernières années sur ce que devient les DSI, ce que deviennent les directions cyber, etc. Ils sont au CODIR. Donc, ils parlent le business, ils connaissent les enjeux du business et ils agissent en conséquence pour permettre que le business se fasse dans les meilleures conditions à l'état de l'art. Nous ne sommes plus des Mr. No, nous sommes des business enablers, hein, Rudy? Oui, non, mais tout à fait. Rudy serait peut-être le prochain très bon RSSI pour Egal, vu qu'il a toute la connaissance métier qu'il pourrait transposer dans l'informatique. Mais Aliou, je suis totalement d'accord avec toi, mais j'ai appris une chose. Je me dis que pour mettre en place certaines choses, il faudrait que l'entreprise atteigne une certaine maturité. Aussi. Tu sais, je viens de là où tu es et je sais comment est-ce que ça se passe, je sais comment est-ce que… Je sais ça. Mais je pense que venir et vouloir imposer ou bien forcer à coup de bâton, à coup de baguette, je ne sais pas, je pense que ça ne va pas vraiment changer les choses d'une manière assez durable. Ce que nous avons décidé de faire, c'est que petit à petit, on place des briques, brique par brique, et demain, on aura un mur tout entier qui va couvrir notre entreprise. Il n'y a pas que des failles, si je peux les appeler ainsi, de ce côté-là, mais il y en a un peu partout. On essaye de faire grandir d'abord l'équipe en maturité pour qu'ils comprennent les enjeux, ils comprennent le pourquoi, le comment et tout ça. Et ensuite, on pourra mettre en place toutes ces solutions-là. Et je suis sûr et certain que nous serons dans 10 ans, vous allez entendre parler de nous un peu partout au monde. Oui, il y a toujours une phase effectivement de progression. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans notre échange, Aliou, c'est que aujourd'hui, Bolloré a quand même, vous m'aviez montré, alors sans l'ouvrir, mais un énorme pavé de documentation qui précisait les process clés, etc., toute la gestion de crise. On peut dire que Bolloré en tout cas Bolloré Logistics, mais j'imagine que les autres sont à un niveau équivalent, à un niveau de maturité sur sa gestion de crise et sur sa cybersécurité qui est très avancée en fait. Aujourd'hui, oui, parce que, encore une fois, en toute humilité, lorsqu'on m'a donné cette direction-là, j'ai fait faire des études. Et j'ai mis en place un schéma directeur pour la sécurité de l'informatique pour 5 ans. Certains me diront que c'est long, mais on le révise à chaque fois. La crise a été bénéfique quelque part pour moi parce que ça m'a permis d'accélérer mon roadmap de sécurité. Alors justement faisons le lien, Aliou, faisons le lien entre ces bénéfices et, parce que je vois qu'il reste 15 minutes, est-ce qu'on peut faire le lien entre le coût de la crise, donc qu'est-ce que vous a coûté cette crise, les conséquences, comment est-ce que vous avez géré ces conséquences, et du coup ce que ça vous a apporté en retour, si on peut mettre les deux en même temps dans ce que vous êtes en train de dire. Alors, du point de vue business, vu que l'activité est arrêtée très longtemps au niveau de la RDC, les coûts sont juste colossaux. Je ne vais pas entrer dans le détail des coûts, mais oui, non, voilà, ça, ce que j'ai expliqué, c'est que comme on avait fait des BIA, on savait qu'est-ce qui était critique. Il y a des camions, il y a du devoir qui stationnaient partout parce qu'on ne pouvait plus dédouaner. Donc, il a fallu qu'on règle. J'ai pris comme je connais aussi le métier, je viens du terrain. On a fallu prendre des décisions et régler ce problème-là qui avait pour objectif de refaire continuer le business, c'est-à-dire d'enlever ça, et aussi pour notre image de marque, parce que les camions qui stationnent
et qui occupe la route pendant longtemps n'est pas quelque chose qui est bon pour notre image. Et ça, quand je dis ça, les patrons peuvent le comprendre. Et c'est comme ça qu'on a pu régler, disons, très rapidement cette partie douane-là. Comment on peut faire, mettre en place un réseau à part, permettre aux gens de pouvoir travailler, dédouaner à l'état de l'art, sans pour autant passer dans le réseau de Bolloré, avec le risque qui était sur place, qui était connu, qui était accepté par toutes les parties prenantes. Ensuite, l'autre opportunité, c'est comme je disais, j'avais un roadmap, j'étais en train de poker des EDR. Donc, j'étais en train de poker 3 EDR, CrowdStrike, CyberReason et SentinelOne, plus l'outil aussi même de Microsoft, l'EDR de Microsoft. C'est ça aussi qui m'a aidé à un moment donné dans mon plan d'action, parce que mes patrons à Paris m'avaient dit, la seule chose qu'on demande à Léo, tu fais en sorte que tu nous assures que l'attaque est circonscrite en RDC et qu'il n'y a aucune trace de l'attaque dans le reste de l'Active Directory. Comme c'est en RDC, c'est en Active Directory Legacy et en Active Directory central ici, il y a forcément des relations d'approbation et il y avait plein de flux qui passaient, il voulait s'assurer de ça. Donc, j'ai pu m'assurer de ça avec des experts qui m'ont aidé, l'ANSSI qui a aidé, des experts de cybersécurité qui ont aidé et j'ai dépensé presque moins d'1 million d'euros, mais pas trop loin. Et c'est là que c'était un peu frustrant un peu de ma part parce que l'assurance cybersécurité que nous avons, les franchises sont à 1 million d'euros. C'est-à-dire, je commence, c'est ça, l'assureur commence à me payer au-delà du le premier euro après 1 million. Donc, ça ne s'est pas bien passé avec les assureurs. Donc, j'ai dû le prendre en charge, mais ça m'a permis quelque part de vraiment forcer, d'accélérer mon roadmap. C'est dans ce cas-là que j'ai pu lancer mon EDR. Donc, j'ai choisi CrowdStrike en temps, sans leur faire de la pub, parce qu'ils étaient déjà présents sur mon réseau et qu'ils donnaient un niveau de sécurité très satisfaisant. J'ai pu aussi mettre en place un NDR, qui est l'équivalent, qui est un Network Detection and Response. L'accès intéressant, comme je te disais, dans la foulée, pas très loin après, nous avons reçu le même type d'attaque en Suisse et on l'a détecté et arrêté. Donc, ça veut dire quelque part que les outils qu'on a mis en place ont pu quand même servir à autre chose. J'ai à peu près une vingtaine d'attaques, que ce soit aux US, en Afrique, qu'on a pu contenir avec les outils qu'on a quand même mis en place, qui sont des outils de dernière génération. On a du Splunk, on a mis un CrowdStrike, on a du Vectra, on a mis de l'Alcide, qui est devenu Tenable maintenant, qui gère toutes les parties de l'activité, etc. Donc, la crise a été pour moi quelque part bénéfique. Nos patrons ici savaient effectivement que nous avions fait notre boulot. Les cellules de crise qu'on avait mises en place, qu'on avait testées, ont fonctionné. Les patrons en RDC aussi savaient que c'est eux-mêmes qui avaient forcé les Haïtiens à faire ce choix-là. La preuve, Rudy doit être au courant. D'ailleurs, le patron a été promis, je crois qu'il est devenu PDG maintenant. PDG, ouais. Oui. Voilà. Donc, ça a eu des effets bénéfiques. Donc il y a à la fois un coût et un avantage dans le cas de Bolloré. Rudy, justement, est-ce que tu peux nous faire le retour, est-ce que vous pouvez nous faire le retour sur cet aspect-là, à la fois le coût et puis ce qui a été mis en place a posteriori si on y est déjà. Alors, je veux dire, après cet événement, notre responsable des systèmes d'information a eu la carte blanche. Hein. Il pouvait mettre en place tout ce qu'il voulait et quand il voulait. Ça, c'est déjà une solution, une des choses qui était assez intéressante. Et nous avons été paralysés pendant 3 jours, totalement pendant 3 jours. Et cette paralysie-là nous a coûté plus de $1 million.
Et ensuite, nous avons eu quand même quelques autres jours, je peux dire quelques semaines de transition, là où les ventes n'étaient plus, parce qu'on avait dû perdre certains clients qui étaient partis à la concurrence parce qu'ils ne pouvaient pas acheter pendant ces 3 jours. Alors, quelques 2, 3 semaines de transition où les ventes n'étaient plus à la même hauteur qu'avant. Ça veut dire que nous atteignions entre 30 à 40% des ventes normales, journalières. Et voilà, il y a eu vraiment une très, très, très grosse perte en termes financiers. Alors, pour, euh, pour solutionner cela, je sais que notre direction a mis en place, d'autres serveurs. Je pense que nous avons actuellement 4 serveurs et nous avons aussi un autre serveur qui n'est pas dans le site, que nous avons mis à l'extérieur pour faciliter en quelque sorte, non, pas faciliter, pour sécuriser. C'est dans le but de business continuity plan. Ça veut dire si jamais ici ça brûlait, ben, on aura un serveur à l'extérieur qui pourra toujours, voilà. Alors, la sauvegarde est faite maintenant automatiquement, à une heure bien précise, chaque soir, et ça remonte directement dans les serveurs ici, et ensuite, ça bascule dans notre serveur. On a voulu utiliser les clouds, mais le grand problème des clouds, c'est la vitesse de l'Internet ici. 200 gigas envoyés dans le cloud, bah, tu vas attendre toujours, hein. tu vas attendre toujours. Alors voilà, je ne sais pas réellement comment entrer vraiment dans les détails sur la solution exacte qu'ils ont trouvée, mais en gros, c'est ça qu'ils ont trouvé comme solution. Et le cloud, c'est pas vraiment le moment pour nous de le mettre en place parce que on aura du mal à le faire. Ouais, donc une solution dans certains endroits n'est pas forcément adaptée à d'autres, ne serait-ce que pour une question d'infrastructure. Là, on voit bien qu'il y a cette limite. Je juste me permets, je vois des questions dans le fil. Il y a Cédric Ndong qui nous dit le retard niveau cyber n'est-il pas le reflet du retard dans la digitalisation de nos processus métiers? Il est difficile de montrer les impacts en cas de blocage quand la chaîne de production n'est pas 100% automatisée. Alors, quelque part, Rudy, pour vous, la chaîne n'était pas du tout 100% automatisée, et pourtant, vous avez quand même eu ce blocage. C'est ce qu'on avait vu ensemble en termes d'automatisation. C'était même une chance pour vous. Je n'ai pas très bien compris, excuse-moi. C'était même une chance pour vous que tout ne soit pas automatisé, en fait. Parce que voilà. Je vous laisse l'expliquer. Voilà. Non, mais effectivement, ce que j'ai expliqué, c'est que ma direction, par exemple, ma direction qui s'occupe des achats, n'est pas du tout, je peux dire, est à 15% automatisée en quelque sorte. Le seul moment où nous utilisons le réseau Internet pour les achats, c'est quand nous effectuons l'ouverture de la licence dans le système, dans la plateforme mise en place par l'État. Ensuite, tout ce qui se passe, je peux le faire sur mon téléphone, je peux le faire par mail et tout le reste. Ça veut dire que les bons de commande et tout le reste ne sont pas générés par soit un WMS ou bien ERP qui est lié avec notre système informatique. Non, rien de tout ça. Tout est fait sur Excel et tout ça. Et c'était une aubaine parce que je m'imagine que si jamais nous avions mis en place un système d'achat automatisé et que cela aussi était bloqué parce que j'étais en cours d'achat, ça allait être un grand souci. Et imaginons ensuite, allons un peu plus loin, si nous mettons ce genre de choses en place et que demain, une personne pouvait s'infiltrer, la personne pourrait passer des commandes, effectuer des paiements, envoyer des bons de commande, et tout ça sans que moi, peut-être à la maison en train de dormir, ne le sache. Ouais, alors, avant d'arriver à l'automatisation de la fonction approvisionnement, j'avais demandé qu'on attende un tout petit peu, qu'on soit sûr de la sécurité de l'entité, pour être sûr qu'il n'y aura personne qui pourra faire ce genre de choses. Parce que je suis, en quelque sorte, celui qui dépense le plus dans l'entreprise. Oui, tout à fait. J'entends bien. Je reprends un point de l'exemple que j'avais évoqué tout à l'heure. En fait, donc c'est la société, donc ils ont eu le problème de mise à jour que j'avais évoqué tout à l'heure. Ils ont perdu, je reprends le lien, hein, plusieurs millions. Ils ont dépensé pas loin d'1 million aussi comme Bolloré pour la mise à niveau de leur système et surtout la réparation du système, hein, parce qu'il a fallu reconstruire une partie du système d'information à cause de ça. Ils ont eu, comme vous, un certain nombre de facteurs chance.
Il nous reste 3 minutes. Alors du coup, j'aurais voulu vous poser cette question un peu en mode takeaway pour tous ceux qui sont avec nous là. En fait, du point de vue de cette relation, parce qu'on a parlé de la direction au début, on a parlé beaucoup du problème, on a parlé justement de faire un BIA, mais pour faire un BIA, il faut avoir une direction qui est impliquée dans la démarche, hein, sinon elle ne voudra pas en parler. Mais en fait, qu'est-ce que vous attendriez demain de la direction générale? Si on peut faire une réponse courte sur cet aspect-là. Et je commence encore par vous, Aliou. Alors, il n'y a pas de priorité, hein, c'est juste pour faire tourner la parole de l'un à l'autre à chaque fois. Mais donc, du coup, Aliou, de votre direction générale sur cette partie cybersécurité, est-ce que vous attendez encore quelque chose? Est-ce que c'est bon? On y est arrivé? Dites-nous. Franchement, aujourd'hui, moi, je crois que côté Bolloré, en tout cas ici au siège, on a un bon niveau de compréhension du COMEX. Je vais les voir, je leur parle de risques, je leur parle de menaces sur l'entreprise, je leur parle de cyber threat intelligence. Ils savent réellement aujourd'hui de quoi je parle. Et depuis cette attaque-là, on a des comités. Là, aujourd'hui, je suis dans un processus de certifier la DSI de Bolloré en centrale en ISO 27001 avec l'implication de toute la direction, avec le support que ce soit le patron complètement dans le aussi lorsque je leur parle de sécurité, on parle de sécurité de l'information. Donc, je leur dis souvent de la feuille de papier jusqu'au cloud, hein, y compris toutes les autres entités. Donc, il y a vraiment un échange adéquat et un positionnement qui me permettent de pouvoir parler au COMEX parce que je les rencontre assez souvent. Donc, il y a eu un changement depuis cette période-là, quand même. Ça marche. Et alors, Rudy, si du coup la direction d'Egal devait faire un choix, des arbitrages, qu'est-ce que vous imagineriez qu'il serait nécessaire qu'il fasse ou quelles évolutions il devrait mettre en place pour rapport à cet événement, mais ce n'est pas le seul élément en fait, de votre système d'information et peut-être des problèmes auxquels peut être soumis Egal. Alors, Egal est une société assez jeune. Hein. Ça fait, on est en 2021, ça fait 8 ans que nous existons. Okay, et quand je regarde devant moi, sincèrement, je grimace. Ça fait mal. Parce que je vois que la route est très longue pour arriver au niveau de Bolloré, par exemple. Okay, mais quand je regarde derrière moi, je suis très fier de moi parce que nous avons accompli beaucoup de choses en très peu de temps. Alors, je crois fermement que, parce qu'on a déjà fait beaucoup d'études, okay, on a pris des gens un peu partout, des grandes entreprises comme Bolloré déjà, comme Vodacom, les banques et tout ça. On a ramené toutes ces compétences ici chez nous pour essayer de créer une certaine dynamique qui nous permettra d'avancer. On se rencontre souvent pour discuter de ce genre de choses, voir, faire de roadmap, voir comment est-ce qu'on va évoluer. On a ce roadmap qui change de temps en temps aussi. Et je suis sûr et certain que, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, que dans 10 ans, nous aurons beaucoup changé et on entendra beaucoup parler de nous un peu partout au monde. J'y crois. Ok, très bien. Merci à tous les deux. Je rappelle juste des points très simples. Hein, c'est que là, on parle de deux événements de cybersécurité. Et j'espère que vous avez vu deux choses dans cet échange. Hein, c'est qu'il y a une part de chance en fait qui a beaucoup aidé l'aspect à la résolution à la détection et à la résolution de cette crise. Et dans le cas de Bolloré, on l'a bien vu, mais on l'avait évoqué aussi, Rudy, c'est la direction, en fait, ce qui a été bien, c'est qu'elle a su prendre la décision et donner les directions. C'est-à-dire après, c'est aux opérationnels de faire, mais quand soumis à la crise, en fait, ils sont capables de décider, même s'il n'y a pas eu les moyens qui ont été mis en place avant. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je remercie aussi le CESIAD pour l'organisation et on vous redonne la main, Didier, puisque Didier nous a demandé de conclure. C'est fait. Merci à tous. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci Rudy. Merci Gilles. Ah, Corinne. Quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse,
As de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée ça. Si, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et... Hé, regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière ça, dis-moi! C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali, et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais, mais c'est trop bien ça. J'y vais. Je parie que dans 3 secondes elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas moi en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacrée Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Non, mais ça, je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Oh. Et le site alors? Tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been, mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. Excusez-moi du peu. Je veux pas lui en vouloir.